le claquement sec de la carte de crédit refusée. C'est une humiliation pour n'importe qui, mais pour moi, Mary Kincaid, il y a encore 24 heures, je possédais la moitié de l'horizon de Paris, la Défense. C'était le son d'un glas. Je ne savais pas que ce simple sandwich que je ne pouvais plus m'offrir allait me coûter ma fierté, mais que la femme qui me le servait me rendrait mon âme. On dit qu'on rencontre les mêmes personnes en descendant qu'en montant. Mais j'allais apprendre que certaines personnes n'appartiennent à aucune échelle. Elles construisent la leur. Monde cruel. Mais le plus cruel, c'était la salle de conseil, ce jour-là. Ce silence pesant, juste brisé par le claquement rythmé d'un stylo Mont-Blanc sur l'acajou. Dehors, le vent parisien hurlait contre les vitres blindées de la tour Kincaid, comme un prélude à la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Je me tenais à la tête de la table. 32 ans, la plus jeune magnat des télécoms de France, un costume sur mesure qui valait plus que la voiture de la plupart des gens, et une posture qui disait que je possédais l'air que tout le monde respirait. La fusion avec Gigacom est la seule voie à suivre, avais-je déclaré, ma voix dénuée de tout doute. Nous acquérons leur infrastructure satellite et nous contrôlons le flux de données pour toute la région parisienne. C'est fait. Je ne demandais jamais d'opinion. Jamais. Ma politique, c'était la terre brûlée. Grandir ou mourir. J'avais coupé les retraites pour faire monter le cours des actions, viré 300 employés juste avant Noël pour équilibrer les comptes du 4e trimestre, et j'avais laissé tomber ma fiancée, une femme charmante nommée Juliette, parce qu'elle suggérait que je travaillais trop. À ma droite, Julien Mercier, mon directeur financier et mentor. Un homme grisonnant, avec un sourire de grand-père qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Il avait travaillé avec mon père avant que le vieil homme ne disparaisse, et je lui faisais confiance aveuglément. Du moins, je le croyais. « Marie, » dit Julien, sa voix douce, alors qu'il faisait glisser un épais document sur le bois poli. Avant de finaliser l'acquisition de Gigacom, le conseil a une requête. Je ne prends pas de requête, Julien. Je donne des ordres, avais-je claqué sans même regarder le dossier. L'arrogance, mon ami fidèle. Vous voudriez peut-être lire celle-ci, insista Julien, son ton se durcissant imperceptiblement. J'ai soupiré, irrité, et j'ai ouvert le dossier. L'entête ne disait pas « proposition d'acquisition ». Il disait « vote de non-confiance et destitution immédiate du PDG ». J'ai ri, un son froid, aigu. C'est une blague? Je possède 51% des actions votantes. Vous ne pouvez pas me virer. En fait, dit Julien, se levant et boutonnant sa veste, vous possédiez 51% hier matin, mais vous avez mis 20% de vos actions personnelles en garantie pour ce prêt à haut risque du Crédit Helvétique afin de financer le projet satellite. Un prêt qui a été rappelé il y a 1 heure en raison d'une rupture de contrat. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il n'y a pas eu de rupture. Il y en a eu une, corrigea Julien, désignant l'homme à l'autre bout de la table, Thomas Bertrand, le chef du service juridique de l'entreprise. Section 4, paragraphe B. Conduite indigne d'un PDG. La vidéo de vous hurlant sur le représentant syndical la semaine dernière. Elle est devenue virale il y a 1 heure. La banque a rappelé le prêt. Selon les termes de votre accord, vos actions ont été automatiquement liquidées pour couvrir la dette. L'acheteur, c'était moi. J'ai regardé autour de la pièce. Les 12 membres du conseil, des hommes et des femmes que j'avais rendus riches, refusaient de croiser mon regard. « Vous m'avez piégé », ai-je murmuré. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. La réunion syndicale avait été mise en scène. L'angle de la caméra était parfait. Julien avait orchestré les termes du prêt. « C'est juste les affaires, Marie », dit Julien, faisant signe aux 2 agents de sécurité qui se tenaient près des doubles portes. « Vous êtes en infraction. La sécurité vous escortera dehors. Laissez le téléphone de la société et l'ordinateur portable. »« Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai bâti ça », ai-je hurlé, claquant mes mains sur la table. « Vous avez bâti un château de cartes sur une fondation d'arrogance, » répondit Julien froidement.
et je viens d'ouvrir une fenêtre. La marche du conseil à l'ascenseur fut la plus longue de ma vie. Les agences de sécurité, des hommes dont je n'avais jamais pris la peine d'apprendre les noms, me serraient fermement les bras. Ils ne m'ont pas emmené à mon bureau pour que je puisse faire mes affaires. Ils m'ont emmené directement au hall, alors que j'étais poussé à travers les portes tournantes sur le pavé froid et humide du quai Anatole France. Une notification a sonné sur mon téléphone personnel. La seule chose qu'ils m'ont laissée, alerte bancaire. Vos comptes ont été gelés en attendant une enquête de l'AMF sur des délits d'initiés. Julien n'avait pas seulement pris l'entreprise. Il m'avait piégé pour s'assurer que je ne pourrais jamais riposter. En l'espace de 20 minutes, Mary Kincaid est passée d'une fortune de 4 milliards d'euros à 72 euros dans son portefeuille et une pluie glaciale qui trempait mon costume en laine italienne. J'ai hélé un taxi, atteignant instinctivement la poignée de porte. Lecteur de carte en panne, argent liquide seulement, grogna le chauffeur. J'ai vérifié mon portefeuille. J'avais l'argent. J'aurais pu aller à l'hôtel. Mais au moment où j'allais sortir les billets, un homme en sweat à capuche qui s'était appuyé contre le bâtiment, faisant semblant de fumer, s'est avancé. Cela s'est passé en un éclair. La poussée, le vol, la fuite. J'ai frappé le béton mouillé de plein fouet, mon coude claquant contre le trottoir. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir la silhouette encapuchonnée disparaître au coin de la rue avec mon portefeuille. Je me suis levé, tremblante, non pas du froid, mais d'une rage si pure qu'elle ressemblait à du poison. J'ai cherché mon téléphone pour appeler la police. Pas de service. Julien avait aussi annulé mon forfait personnel. Mary Kincaid, la reine de Paris, était maintenant un fantôme. Notre première rencontre? Une histoire de faim et de dignité perdue. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé juste après, quand Sophie a dit « Non, attendez, ça c'était le lendemain. Laissez-moi vous raconter un peu comment j'ai survécu les 3 premiers jours. » 3 jours, c'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre la véritable architecture de la ville. Je l'avais toujours regardée d'en haut, de mon penthouse. Maintenant, je la voyais du caniveau. J'avais essayé d'aller à mon appartement, mais le portier, un homme nommé Henri, devant qui j'étais passé pendant 5 ans sans un seul salut, m'a bloqué. Les serrures avaient été changées. Le bien saisi. J'ai essayé d'aller chez mes amis. Je suis allé au condo de luxe de Michel Durand, un capital risqueur que j'avais sauvé de la faillite 2 ans auparavant. Michel a ouvert la porte, a vu mes cheveux ébouriffés et mon costume froissé et a ri nerveusement. « Écoute, Marie, la situation était mauvaise en ce moment. Julien menace de mettre sur liste noire quiconque t'aide. Je ne peux pas être vu avec toi, j'ai une réputation. » La porte s'est refermée. Au soir du 3e jour, la faim était une douleur physique, une crampe aiguë tordant mon estomac. J'avais dormi dans une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 jusqu'à ce que le propriétaire me chasse avec un balai. Je n'avais pas mangé depuis le matin de la réunion du conseil. Il pleuvait encore, une pluie glaciale et implacable sur Paris. J'ai marché sans but dans les quartiers que je méprisais autrefois. Je me suis retrouvé dans un quartier plus rude de la ville, loin du centre des affaires. Les néons y vibraient avec des défauts. Je me suis arrêté devant un petit établissement délabré appelé le Vieux Bistrot. Les fenêtres étaient embuées et une lumière jaune chaude se répandait sur le trottoir. À travers la vitre, je voyais des gens manger, des gens normaux, pas des cadres dégustant des écumes et des réductions, mais des gens mangeant du pain de viande et des frites. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de fierté, mais l'odeur d'oignons frits qui s'échappait de la ventilation était irrésistible. J'ai poussé la porte. Une clochette a tinté au-dessus de ma tête. La chaleur m'a envahi instantanément, sentant le café et le désinfectant. Le restaurant était presque vide. Un chauffeur de camion était assis au comptoir, sirotant un café. Un couple était assis dans une cabine. Je me suis assis au comptoir, la tête baissée. J'ai regardé le menu plastifié. Café, 1,50 €.
J'ai tapoté mes poches, espérant un miracle, une pièce oubliée, un billet froissé, rien qu'un peu de poussière. Mauvaise soirée? La voix était douce avec une mélodie parisienne. J'ai levé les yeux. De l'autre côté du comptoir se tenait une serveuse. Elle semblait d'avoir une vingtaine d'années, les cheveux noirs noués en un chignon désordonné et les yeux couleur d'ambre poli. Son badge indiquait Sophie Dubois. Elle portait un uniforme bleu fané qui avait connu des jours meilleurs, et il y avait une tache de farine sur sa joue. Elle ne me regardait pas avec le dédain que j'avais vu dans les yeux de mes anciens collègues. Elle me regardait avec curiosité. J'ai juste besoin d'eau, ai-je dit d'une voix rauque à cause de la sous-utilisation. Sophie a incliné la tête. Elle a vu le costume coûteux maintenant taché et froissé. Elle a vu la montre à mon poignet. Une Patek Philippe que je ne pouvais pas vendre, car aucun prêteur sur gage de ce quartier ne croirait qu'elle était vraie sans papier. Elle a vu le désespoir dans mes yeux. L'eau est gratuite, a-t-elle dit. Elle a versé un verre d'eau glacée et l'a posé. Puis, sans demander, elle a versé une tasse de café noir fumant et l'a placé à côté de l'eau. Je ne peux pas payer ça, ai-je dit rapidement, mon instinct de protéger ma dignité s'enflammant. Est-ce que je vous ai demandé de payer? Répondit Sophie, haussant un sourcil. Elle se tourna vers la fenêtre de la cuisine. Hey, Luc, un patty melt à emporter, avec beaucoup d'oignons. Commande erronée. Faut s'en débarrasser. On n'a pas de commande erronée, Sophie, cria une voix rauque de la cuisine. On en a une maintenant, cria-t-elle en retour, me faisant un clin d'œil. Quelques minutes plus tard, une assiette de nourriture grasse, fromagère, magnifique fut placée devant moi. Je la fixais. J'avais envie de la repousser, de déclarer que j'étais Mary Kincaid et que je n'acceptais pas la charité, mais mon corps me trahissait. J'ai pris la fourchette. J'ai mangé comme un animal affamé. Je n'ai pas réalisé que je pleurais avant qu'une larme ne tombe sur la table. Sophie s'affairait à essuyer le comptoir à proximité, me laissant de l'intimité, mais restant suffisamment proche pour montrer qu'elle ne m'abandonnait pas. Quand j'ai fini, j'ai essuyé ma bouche avec une serviette en papier. Je me suis senti humaine à nouveau. « Merci », ai-je murmuré. C'était la première fois que je prononçais ces mots sincèrement depuis des années. « On dirait que vous êtes tombé d'un gratte-ciel », dit Sophie, appuyant sa hanche contre le comptoir. Elle avait un torchon sur l'épaule, un costume comme ça. « Vous n'êtes pas d'ici. »« J'ai eu une mauvaise semaine, ai-je dit. »« Euphémisme de l'année, ricana-t-elle. Je suis Sophie Dubois. »« Marie, ai-je dit. Je n'ai pas donné mon nom de famille. Dans ce quartier, Kincaid ne signifiait rien. Ou bien cela signifiait le type qui avait augmenté leur tarif Internet. Eh bien, Marie, à moins que vous n'ayez un endroit où aller, vous pouvez rester ici jusqu'à la fermeture à 2 heures du matin. Il fait chaud. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi m'aider? Sophie haussa les épaules, regardant la pluie par la fenêtre. Mon père disait toujours que tout le monde est à une mauvaise journée de la rue. De plus, vous avez l'air d'avoir besoin d'une victoire, même petite. Attendez une minute, il faut que je m'arrête là. Toute cette histoire, c'était tellement surréaliste. Je veux dire, on parle d'un type qui, du jour au lendemain, perd tout et se retrouve à fouiller les poubelles, à dépendre de la gentillesse d'une inconnue. C'est le genre de truc qui n'arrive que dans les films, n'est-ce pas? Sauf que c'était ma vie. Complètement fou. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, boum, voilà. J'avais toujours pensé que ma vie était faite de certitude, de chiffres et de contrôle. Et là, j'étais face à la plus grande incertitude de ma vie, avec une simple serveuse qui voyait en moi plus que ce que je pouvais me permettre de montrer. C'est bizarre, non? De se faire voler sa vie par des vautours en costume pour être ensuite sauvé par l'humanité d'une personne qui n'avait rien à gagner. Aucune idée. Bref, revenons-en à nos moutons. C'est à ce moment-là que la porte du restaurant s'est ouverte en grand. Un groupe de 4 hommes est entré. Ils étaient bruyants,
portaient des vestes en cuir et sentaient l'eau de Cologne bon marché et l'agressivité. Je me suis crispé. Je reconnaissais le type. Des prédateurs. « Hey, Sophie! » cria le chef. C'était un homme corpulent, avec une cicatrice traversant son sourcil. « Où est mon argent? » Le visage de Sophie s'est durci. La chaleur a disparu, remplacée par une froideur d'acier qui m'a surprise. « Je vous l'ai dit, Marc, je paye le loyer le premier. Aujourd'hui, c'est le 28. Vous ne l'aurez pas en avance, juste parce que vous avez flambé votre salaire aux courses. » Marc a ri, s'approchant du comptoir. Il a tendu le bras et a fait tomber une bouteille de ketchup sur le sol. Elle s'est brisée. La sauce rouge a éclaboussé les chaussures de Sophie. « Je crois que le loyer vient d'augmenter. Frais de commodité, » ricana Marc. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline familière. Au conseil, j'étais un requin. Je détruisais des hommes comme Marc avec des avocats et des contrats. Mais ici, dépouillé de mon pouvoir, je me sentais nu. Cependant, l'arrogance qui m'avait ruiné était aussi la seule arme qui me restait. Je me suis levé lentement du tabouret. « Elle a dit le premier, ai-je dit, ma voix portant l'autorité d'un homme habitué à commander des milliers. » Marc s'est retourné, me regardant de haut en bas. Il a vu le costume en ruine et a ri. « Et qui est-ce, le PDG de la plongée sous benne? »« Laissez-la tranquille, ai-je déclaré. Marc s'est avancé et m'a violemment poussé. Moi, affaibli par des jours de famine, j'ai trébuché et me suis écrasé contre le comptoir. « Asseyez-vous, clochard! » cracha Marc. Il s'est retourné vers Sophie, tendant la main par-dessus le comptoir pour lui attraper le poignet. « Ouvre la caisse! » Sophie n'a pas essayé. Elle a attrapé la cafetière d'eau bouillante qu'elle venait de préparer. « Marc, » a-t-elle averti, sa voix dangereusement calme, « lâchez prise ou vous allez porter du café noir. » La tension dans la pièce était à couper au couteau. J'ai regardé, réalisant deux choses en une seconde. Premièrement, j'étais inutile sans mon argent. Deuxièmement, cette serveuse avait plus de courage dans le petit doigt que tout mon conseil d'administration réuni. Mais avant que Sophie ne puisse jeter le café ou que Marc ne puisse la frapper, la porte du restaurant s'est de nouveau ouverte. Cette fois, ce n'était pas un voyou. C'était un homme plus âgé en trench coat sur mesure, flanqué de deux associés à l'air sérieux, tenant des mallettes. « Monsieur Kincaid ?» demanda l'homme au trench coat, me regardant directement. La pièce s'est figée. Marc a regardé l'homme, puis moi. « Nous vous avons cherché partout, » a poursuivi l'homme. « Mon nom est Laurent. Je représente la fiducie de votre défunte grand-mère, Mathilde Kincaid. Il y a une clause dans son testament qui a été déclenchée au moment où vous avez perdu votre participation majoritaire. » J'ai cligné des yeux, essuyant le sang de ma lèvre où j'avais heurté le comptoir. « Quelle clause? »« Le protocole de la table rase, » dit Laurent. « Mais nous pourrons en discuter plus tard. Pour l'instant, il semble que vous soyez en détresse. » Laurent a regardé Marc. « Cet homme vous dérange-t-il, monsieur? » J'ai regardé Marc, dont le visage était devenu pâle. J'ai regardé Sophie, qui me fixait avec de grands yeux, réalisant que je n'étais pas juste un sans-abri en costume. « Il dérange la dame, » ai-je dit, redressant ma veste. « Occupez-vous de lui. » Laurent a fait un signe de tête à ses associés. Ils se sont avancés, révélant des badges à leur ceinture. Sécurité privée, haut niveau. Marc et sa bande n'ont pas attendu les détails. Ils se sont précipités par la porte sous la pluie. Je me suis tourné vers Sophie. Je dois partir avec eux, mais je vous dois pour le patty melt. Sophie a regardé la cafetière dans sa main, puis l'a posée. Qui êtes-vous vraiment? J'étais Mary Kincaid, ai-je dit doucement, mais je crois que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. J'ai retiré la Patek Philippe de mon poignet et l'ai posée sur le comptoir. Gardez ça pour moi, je reviendrai la chercher et pour le café. Je suis sorti sous la pluie avec Laurent, laissant la montre d'une valeur de 50 000 € à côté d'une flaque de ketchup renversée. La voiture de ville de Laurent ne nous a pas conduits à un cabinet d'avocats ou à une banque. Elle a navigué dans le quartier industriel, dépassant des usines abandonnées et des châteaux d'eau rouillés,
s'arrêtant finalement devant un bâtiment en briques qui semblait n'avoir pas été touché depuis les années 1950. L'enseigne au-dessus de la porte était fanée, à peine lisible. Kincaid Circuits and Commutation. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, sortant de la voiture. La pluie avait cessé, laissant l'air lourd de l'odeur de pavés mouillés et d'ozone. Cet endroit a été fermé il y a 40 ans. C'était le premier atelier de votre grand-père. Mathilde l'a gardé, dit Laurent, déverrouillant la lourde porte en acier avec une clé physique. Une curiosité dans mon monde de biométrie et de cartes d'accès. Elle l'a gardé sur le papier, payé les taxes foncières, les services publics et les frais d'incorporation chaque année. Nous sommes entrés. L'air était vicié, rempli de moutons de poussière dansant dans les faisceaux de la lampe de poche de Laurent. L'espace était encombré d'anciens standards téléphoniques, de bobines de fil de cuivre et de tables à dessin couvertes de schémas jaunis. Laurent m'a conduite à un petit bureau à l'arrière. Il a balayé une pile de schémas d'un bureau et a placé un épais classeur en cuir au centre. Votre grand-mère était une femme brillante, Marie. Elle vous a vu monter. Elle a vu votre éclat, mais elle a aussi vu votre père en vous. La faim, la cécité à tout ce qui n'était pas le profit. Laurent a ouvert le classeur. Elle a créé le protocole de la table rase il y a 10 ans. Il stipule que si jamais vous étiez démis de Kincaid Dynamics en raison, et je cite, d'une hubris entraînant une perte totale de contrôle, vous auriez accès à cette entité. J'ai ricané, regardant autour de la pièce délabrée. Elle m'a laissé un bric-à-brac. Julien a 4 milliards d'euros d'actifs. Il a la fusion Gigacom. J'ai du fil de cuivre et de la poussière. Vous avez le brevet, corrigea Laurent. J'ai figé. Quel brevet? Projet Echo, dit Laurent. Il a sorti un plan du classeur. À la fin des années 90, avant que Kincaid Dynamics ne se tourne entièrement vers la technologie satellite, vos ingénieurs travaillaient sur une fréquence de cryptage par ligne fixe. Elle a été jugée trop chère, trop lente. Vous, ou plutôt votre père, l'avez mise de côté, mais le brevet n'a jamais été déposé sous Kincaid Dynamics. Il a été déposé sous Kincaid Circuits and Commutation. J'ai regardé le plan. Mes yeux, entraînés à repérer la valeur instantanément, ont scanné les spécifications techniques. Au début, cela semblait obsolète, mais ensuite, j'ai vu l'architecture de routage. C'est résistant au quanta, ai-je murmuré. C'est un cryptage basé sur l'analogique, incraquable, par des moyens numériques parce qu'il n'existe pas sur le cloud. Précisément, dit Laurent. Et voici le rebondissement. La fusion de Julien avec Gigacom repose sur leur nouveau contrat de défense gouvernementale. Ce contrat, leur contrat, exige un niveau de sécurité que leur technologie satellite actuelle ne peut pas fournir. Ils ont besoin d'une sauvegarde par ligne fixe. Ils ont besoin de ça. J'ai commencé à arpenter la petite pièce, mon esprit s'emballant. Les vieilles rouages tournaient, éliminant la rouille de mon désespoir. Julien pense qu'il possède tout, mais il ne possède pas cette entreprise. C'est une entité distincte. Correct, dit Laurent. Cependant, il y a un hic. Mathilde ne voulait pas simplement vous donner un parachute doré. Elle voulait que vous le méritiez. Kincaid Circuits and Commutation n'a aucun capital. Pas de réserve de trésorerie. Le brevet expire dans 21 jours, à moins qu'un prototype fonctionnel et modernisé ne soit présenté à l'Office des brevets pour prouver son utilité active. Si vous manquez cette échéance, la technologie tombe dans le domaine public. Julien la récupérera gratuitement et vous n'obtiendrez rien. J'ai arrêté de marcher. J'ai 3 semaines pour construire un prototype d'une technologie vieille de 20 ans sans argent, sans ingénieur et sans laboratoire, alors que l'homme le plus puissant de Paris essaie d'effacer mon existence. Cela semble être la situation, a convenu Laurent, fermant le classeur. Vous êtes le PDG de Kincaid Circuits and Commutation. Félicitations. Vos actifs sont ce bâtiment, son contenu et le solde restant de la petite caisse. Laurent a ouvert un tiroir et a sorti une boîte métallique. Il l'a ouverte,
À l'intérieur, il y avait 3 billets de 20 euros et un rouleau de pièces de 25 centimes. 65 euros, ai-je dit platement. C'est un début, dit Laurent, me tendant la clé du bâtiment. Je suis l'exécuteur, pas votre banquier. Je ne peux pas vous donner d'argent. Je peux seulement m'assurer que Julien ne détruira pas physiquement ce bâtiment, même s'il essaiera de le condamner légalement s'il le découvre. Vous êtes seule, Marie. Nager ou couler. Laurent s'est retourné et est sorti, me laissant seul dans le silence poussiéreux de mon nouvel empire. J'ai touché la surface froide de la table à dessin. Pour la première fois de ma vie, je n'héritais pas d'un royaume. Je devais bâtir une forteresse à partir de débris. J'avais besoin d'une équipe. Je ne pouvais pas embaucher mon ancien personnel. Ils étaient fidèles au chèque que Julien signait maintenant. J'avais besoin de gens qui opéraient en dehors du système, des gens qui avaient une faim, des gens qui savaient comment faire quelque chose à partir de rien. J'ai regardé les 65 euros dans la boîte. J'ai pensé au Patty Melt. J'ai pensé à la femme qui a tenu tête à un voyou avec une cafetière. J'ai pensé à la façon dont elle gérait le chaos du restaurant, ses yeux scannant tout, ne manquant rien. Julien Mercier avait une armée de MBA. Moi, j'avais besoin d'une unité de guérilla. J'ai attrapé la boîte, fermé la porte rouillée à clé et suis sorti dans la nuit. J'avais une montre à récupérer et une serveuse à recruter. Il était juste après 1 heure du matin quand j'ai poussé la porte du vieux bistrot. Le restaurant était calme, la cohue de fin de soirée s'étant estompée dans le calme du petit matin. Sophie était derrière le comptoir faisant la caisse. Elle a levé les yeux quand la clochette a tinté, son corps se tendant instinctivement avant qu'elle ne me reconnaisse. « Vous êtes revenu », a-t-elle dit, sa voix neutre. « Je pensais que les hommes en costume vous avaient emmené dans un bunker secret. » Quelque chose comme ça, ai-je dit. J'ai marché jusqu'au comptoir. J'avais l'air différent d'il y a quelques heures. Le désespoir avait disparu, remplacé par une énergie frénétique, maniaque. Mon costume était toujours froissé, mais je le portais à nouveau comme une armure. Ma montre est-elle toujours là? Sophie a tendu la main sous le comptoir et a sorti la Patek Philippe, enveloppée dans une serviette. Elle l'a fait glisser sur le formica. Saine et sauve, même si je l'ai cherché sur Google. Ce truc vaut plus que tout ce bâtiment. Vous êtes fou de le laisser à une inconnue. J'apprends que les inconnus sont parfois plus fiables que les amis, ai-je dit, remettant la montre à mon poignet. Elle semblait plus lourde maintenant, un rappel du temps qui s'écoulait. 21 jours. Alors, vous êtes Mary Kincaid, dit Sophie, appuyant ses coudes sur le comptoir. J'ai vu les nouvelles pendant ma pause. PDG déshonoré disparaît. Ils disent que vous avez détourné de l'argent, que vous avez eu une dépression nerveuse. Ils mentent, ai-je dit. Julien Mercier a volé mon entreprise et maintenant je vais la récupérer, mais je ne peux pas le faire seul. Sophie a ri, un son sec et fatigué. D'accord, Batman, et que voulez-vous de moi, un côté de frites? Je veux que vous travailliez pour moi, ai-je dit avec intensité. Sophie m'a regardé fixement. Travailler pour vous à faire quoi? Servir du café dans votre bureau imaginaire? J'ai une entreprise, ai-je insisté. Elle est réelle. Elle a des actifs, une propriété intellectuelle qui vaut des milliards si je peux exécuter un prototype en 3 semaines. Mais je n'ai pas de personnel. Je n'ai pas de chaîne d'approvisionnement. Je n'ai pas de responsable des opérations. Et vous pensez qu'une serveuse est qualifiée pour être responsable des opérations d'une start-up technologique? Demanda Sophie, ses yeux se rétrécissant. Je vous ai observé ce soir, et je dis, vous avez géré la salle, la cuisine, l'inventaire et une menace de sécurité hostile simultanément. Vous avez du cran, vous avez le sens de la rue. Mon précédent vice-président des opérations a pleuré quand la machine à café est tombée en panne. Je n'ai pas besoin d'un diplôme. J'ai besoin de quelqu'un qui peut résoudre des problèmes quand le monde s'écroule. Sophie a détourné le regard, essuyant une tache sur le comptoir qui était déjà propre. J'ai un travail, Marie. Il paye le loyer, à peine. Je ne peux pas vous payer de salaire, ai-je admis. Pas encore,
mais je peux vous donner des actions, 5% de l'entreprise. Si nous y arrivons, ces 5% vaudront 50 millions d'euros. Sophie a ricané. 5% de zéro, c'est zéro. Écoutez, le riche, vous faites une crise de la quarantaine. Rentrez chez vous. Je n'ai pas de maison, ai-je crié, ma voix se brisant. Cette explosion a fait taire la pièce. J'ai pris une grande inspiration, baissant la voix. Je n'ai rien, juste cette idée et l'intuition que vous êtes gâchés ici. Sophie m'a regardé longtemps. Elle a vu le désespoir, oui, mais aussi le feu. Elle a regardé autour du restaurant, les sièges en vinyle craquelés, la lumière fluorescente vacillante, la vie dans laquelle elle était enfermée depuis 3 ans depuis que les frais médicaux de son père avaient englouti leur famille. « Je n'ai pas toujours été serveuse », a-t-elle dit doucement. « J'étais à 2 semestres de mon diplôme d'ingénieur à l'école polytechnique avant que mon père ne tombe malade. J'ai dû abandonner pour m'occuper de lui et payer les dettes. J'ai ressenti un choc électrique. Ingénierie. C'était mieux que ce que j'avais espéré. Vous êtes ingénieur. Ingénierie des systèmes, a-t-elle corrigé. Mais je n'ai pas touché à un schéma depuis des années. C'est comme faire du vélo, ai-je dit. Sauf que le vélo est en feu et le sol est de la lave. Sophie, j'ai 65 € en espèces. J'ai un entrepôt abandonné dans le quartier industriel et j'ai les plans d'un appareil qui peut changer le monde. Aidez-moi à le construire. Sophie a regardé l'horloge murale. Son corps se terminait dans 10 minutes. Elle a regardé la boîte à pourboire. 11 €. Elle m'a regardé. Je lui offrais un billet de loterie, mais c'était la première fois depuis des années que quelqu'un lui offrait un avenir. 10%, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Pardon? 10% des actions et je suis la COO. Si je dois risquer mon emploi et ma santé mentale pour un milliardaire déchu, je veux une participation à 2 chiffres. J'ai souri. C'était le premier sourire authentique que j'ai eu depuis longtemps. Vous négociez dur, d'accord? J'ai tendu ma main. Sophie l'a regardé, puis s'est essuyé la main sur son tablier et m'a serré la main. Sa poignée était ferme, calleuse et forte. D'accord, patron, a-t-elle dit. Quel est le premier mouvement? Si nous avons 65 €, nous ne pouvons pas acheter de pièces. Nous avons besoin d'un codeur, ai-je dit. Le matériel est inutile sans le noyau pour le faire fonctionner. Je connais l'architecture, mais je ne peux pas écrire le code assez vite. J'ai besoin d'un hacker, quelqu'un qui ne pose pas de questions sur la légalité. Sophie a mordu sa lèvre. Je connais peut-être un gars, mais il est excentrique. Excentrique, ça va. Est-ce qu'il peut coder? Il a piraté le réseau de feux et de circulation de la ville l'année dernière parce qu'il était en retard pour un rendez-vous, dit Sophie. Il vit dans sa camionnette derrière l'usine de recyclage. Son nom est Pierre. Emmenez-moi à lui. Sophie a détaché son tablier et l'a jeté sur le comptoir arrière. « Hey, Luc! » cria-t-elle au cuisinier à l'arrière. « Je démissionne. »« Vous démissionnez toutes les semaines, Sophie! » cria Luc en retour. « Cette fois, je le pense vraiment! » a-t-elle crié. Elle a attrapé son manteau et a contourné le comptoir. « Allons-y, Marie, mais si ça s'avère être une arnaque, je vends votre montre. » Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Je sentais le poids de la Patek Philippe à mon poignet. Mais pour la première fois, je ne me souciais pas de l'objet lui-même. Je me souciais du temps qu'il mesurait. 3 semaines. Nous avons trouvé la camionnette de Pierre exactement où Sophie avait dit qu'elle serait. C'était une ambulance transformée, peinte en noir mat avec des panneaux solaires scotchés sur le toit. Sophie a frappé à la porte arrière. « Allez-vous-en! J'ai payé mes amendes! » cria une voix de l'intérieur. « Pierre, c'est Sophie! Ouvre! J'ai un travail pour toi! » La porte a grincé. Pierre était un jeune homme maigre avec d'épaisses lunettes et des cheveux qui donnaient l'impression qu'il avait été électrocuté. Il portait un T-shirt sur lequel il était écrit « J'annule les garanties ». Il a regardé Sophie, puis moi dans mon costume. « Qui est le flic? »« Ce n'est pas un flic, » dit Sophie.
C'est Mary Kincaid. Les yeux de Pierre se sont écarquillés. Le gars de Kincaid Dynamics, celui qui a fondu sur Internet, c'est moi, ai-je dit. J'ai besoin que tu écrives un noyau pour un pont de cryptage analogique quantique résistant. Pierre a cligné des yeux. Il s'est gratté le menton. C'est théoriquement impossible avec le matériel actuel. J'ai le matériel, ai-je dit. J'ai besoin de l'esprit. Tu es partant? C'est quoi la paye? Demanda Pierre. 0, ai-je dit, et 2% de l'entreprise. 5? Pierre a compté instantanément. 3? Ai-je rétorqué. Et tu pourras vivre dans l'entrepôt au lieu de cette camionnette. Il y a une salle de bain. De l'eau courante? Demanda Pierre, ses yeux s'illuminant. Froide mais courante. C'est fait, dit Pierre, sautant de la camionnette. Attendez, dit Sophie, levant une main. Nous avons une équipe, nous avons un quartier général, mais nous avons un problème. Pour construire le prototype, nous avons besoin de composants spécifiques, des bobines de cuivre de haute qualité, des processeurs, des relais. Nous ne pouvons pas les acheter. J'ai regardé la gigantesque usine de recyclage qui se dressait derrière la camionnette de Pierre. C'était un cimetière d'électronique. Vieux serveurs, pylônes de téléphonie mobile jetés, montagnes de déchets électroniques en attente d'être fondus. Nous ne les achetons pas, ai-je dit, avec une lueur malicieuse dans les yeux qui a terrifié Sophie. Nous les récupérons. Vous voulez que nous volions l'usine de recyclage? Siffla Sophie. Ce n'est pas du vol, ai-je dit, ajustant mes boutons de manchette. C'est du glanage urbain et nous commençons maintenant. Alors que nous étions tous les trois dans l'ombre des tas de débris, Mary Kincaid, la femme qui dînait avec des ministres, se préparait à sortir une clôture pour voler des ordures, et je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Les 14 jours suivants furent un flou de caféine, de fumée de soudure et de délire insomnieux. L'entrepôt de Kincaid Circuits and Commutations s'était transformé. La poussière avait été balayée dans les coins, remplacée par un labyrinthe de fils récupérés suspendus au plafond comme des lianes de la jungle. Pierre avait installé son poste de travail sur 3 palettes empilées, entourées d'une forteresse de serveurs qu'ils avaient libérés pièce par pièce de l'usine de recyclage à la faveur de l'obscurité. Sophie était le ciment qui tenait l'opération. Elle n'était pas seulement la COO, elle était la contremaître. Quand mes mains tremblaient d'épuisement en essayant d'aligner les broches de relais microscopiques, les mains fermes de Sophie prenaient le relais. Quand Pierre avait un blocage de code et menaçait de jeter son ordinateur portable par la fenêtre, Sophie le calmait avec un sang-froid qui frisait le surnaturel. Nous construisions l'écho, une boîte de la taille d'un grille-pain qui ressemblait à un cauchemar steampunk. C'était laid, enveloppé de rubans adhésifs et de cuivre exposé, mais à l'intérieur, c'était un chef-d'œuvre de rétrofuturisme. « Test sept », ai-je annoncé. Ma voix était rauque, je ne m'étais pas rasé depuis 1 semaine, et mon costume coûteux était maintenant définitivement taché de graisse et de pâte thermique. Pierre tapait furieusement, acheminant le signal via le pont analogique. Maintenant, un faible ronronnement emplissait la pièce. Les lumières de l'écho vacillaient. « Stabilisation », dit Sophie, observant le voltmètre. « Nous maintenons à 90% de capacité. » Soudain, une étincelle jaillit du condensateur principal. La fumée s'échappa. « Coupez! Coupez! » ai-je crié. Sophie a arraché le cordon d'alimentation. La pièce a plongé dans le silence, l'odeur de plastique brûlé emplissant l'air. Zut! J'ai donné un coup de pied à une chaise, la faisant glisser sur le sol en béton. C'était le dernier condensateur fiable que nous avions. Si nous ne pouvons pas stabiliser la tension, la clé de cryptage se fragmente, c'est inutile. Pierre s'est affaissé sur son clavier. Il nous faut un stabilisateur de qualité militaire. On ne trouvera pas ça dans un tas d'ordures, Marie. Nous devons l'acheter. C'est 2000 ans. Nous avons 12 ans, ai-je dit, me frottant les tempes. Le moral de la pièce a chuté.
Nous étions allés si loin pour être arrêtés par un morceau de matériel de la taille d'une batterie. C'est à ce moment-là que la lourde porte en acier de l'entrepôt s'est ouverte en grand. Je me suis retourné, m'attendant à la police, ou pire, aux hommes de Julien. Au lieu de cela, un homme en uniforme d'inspecteur municipal est entré, tenant un presse-papier. Derrière lui se tenaient 2 policiers. « Qui est-ce responsable ici? » aboya l'inspecteur. « Je le suis, » ai-je dit, m'avançant. « Puis-je vous aider? » Ce bâtiment a été signalé pour de multiples violations du code, dit l'inspecteur, sans lever les yeux de son papier. Câblage dangereux, habitation illégale, risque d'incendie. Et nous avons un rapport de vol d'électricité municipale. Nous ne volons pas d'électricité, dit Sophie rapidement. Nous payons la facture. Le compteur indique le contraire, dit l'inspecteur. J'affiche un avis de condamnation. Vous avez 1 heure pour évacuer les lieux avant que nous ne scellions les portes. L'électricité sera coupée dans 10 minutes. J'ai senti le sang quitter mon visage. 1 heure. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des droits. Cela vient d'en haut, dit l'inspecteur, me regardant enfin. Ses yeux contenaient une lueur de reconnaissance, puis de pitié. Le cabinet du maire a reçu un tuyau concernant des activités dangereuses ici. Demande personnelle d'un citoyen concerné nommé M. Mercier. Julien, il nous avait trouvés. Vous ne pouvez pas couper l'électricité, paniqua Pierre. Si les serveurs tombent en panne sèche, nous perdons les données du noyau. Cela corrompra tout. 10 minutes, répéta l'inspecteur, se retournant pour partir. Faites vos bagages. Quand la porte s'est refermée, le silence a englouti l'équipe. C'est fini, murmura Pierre. Il a gagné. J'ai regardé l'écho. Il était là, une masse de métal morte. J'ai regardé Sophie. Elle ne regardait pas le sol, elle regardait le plafond. « Sophie ?» ai-je demandé. « Le bâtiment d'à côté, dit-elle, sa voix lointaine. L'ancienne usine textile. Il est toujours sur le réseau, non? » Oui, mais il est vide, dit Pierre. Et alors? Et la ligne de métro passe directement sous nous. Continua Sophie, ses yeux se posant sur moi. La ligne rouge, elle fonctionne sur un 3e rail. 600 volts CC. Mes yeux se sont écarquillés. Sophie, vous ne suggérez pas ce que je pense que vous suggérez. Nous n'avons pas besoin du réseau de la ville, dit Sophie, attrapant une bobine de gros câbles. Nous avons juste besoin de jus. Du jus industriel sale et dangereux. Pierre, peux-tu construire un transformateur pour abaisser 600 volts à 110 standards sans nous faire sauter? Pierre a remonté ses lunettes sur son nez. Un sourire maniaque s'est étendu sur son visage. Je veux dire, probablement, mais si nous foirons, nous ne perdons pas seulement les données, nous grillons tout le système de métro de Paris. Fais-le, ai-je ordonné. Mais l'inspecteur revient dans 1 heure, s'écria Pierre. Qu'il vienne, ai-je dit, attrapant un pied de biche. Nous ne partons pas, nous passons dans le noir, littéralement. 10 minutes plus tard, les lumières principales de l'entrepôt se sont éteintes lorsque la ville a coupé la ligne. La pièce est devenue noire comme de l'encre. « Maintenant !» cria Sophie de la trappe du sous-sol. Pierre a actionné l'interrupteur de son transformateur de fortune. Pendant 1 seconde, rien ne s'est passé. Puis un bourdonnement profond et sourd a vibré à travers les planches, la puissance des trains de métro en dessous. Les lumières de l'entrepôt ne se sont pas contentées de s'allumer. Elles ont surgi avec une intensité aveuglante, puis se sont stabilisées dans un bourdonnement régulier et agressif. Les serveurs ont repris vie en rugissant, leurs ventilateurs tournant comme des moteurs à réaction. « Nous avons du courant !» cria Pierre par-dessus le bruit. « Et c'est propre. C'est en fait plus propre que le réseau de la ville. » « Barricadez les fenêtres !» ai-je ordonné. « S'ils pensent que nous sommes partis, ils ne reviendront pas avec le cadenas avant le matin. Nous avons 12 heures pour terminer le prototype et déposer le brevet. »« Mais nous n'avons toujours pas le condensateur !» cria Pierre. J'ai regardé mon poignet. J'ai regardé la Patek Philippe,
La montre que j'avais achetée pour célébrer mon premier milliard, le symbole de tout ce que j'avais été. Je l'ai détachée. Marie, non, dit Sophie, réalisant ce que je faisais. C'est votre seul atout. Elle a un ressort moteur en alliage de niobium titane rare, ai-je dit, faisant sauter le fond du boîtier de la montre avec un petit tournevis. Et l'oscillateur, c'est un stabilisateur parfait. J'ai frappé la montre à 50 000 € contre le bureau. Le cristal s'est brisé. J'ai fouillé parmi les engrenages avec des pincettes jusqu'à ce que je trouve le petit cœur pulsant du mécanisme. « Ça va marcher ?» ai-je demandé, brandissant le minuscule composant. Pierre l'a plissé des yeux. « C'est en fait mieux qu'un condensateur. C'est une régulation mécanique. C'est parfait. » J'ai tendu les pièces de mon passé pour construire mon avenir. Soude-le. Ils ont travaillé toute la nuit, alimentés par l'énergie volée du système de transport de la ville, se cachant dans l'obscurité comme des rats. Mais à l'intérieur de cet entrepôt, nous étions rois. Le matin est venu avec une lumière froide et grise. La date limite était midi. C'est à ce moment-là que le bureau des brevets fermait pour les dépôts de la semaine, et plus important encore, c'est à ce moment-là que le délai de grâce sur le brevet Kincaid Circuits and Commutation expirait. Nous avions le prototype, l'écho ronronnait, un pont de cryptage stable et incraquable. Mais nous avions un nouveau problème. Pour déposer la mise à jour du brevet et prouver son utilité, nous avions besoin d'un notaire et d'un témoin d'une institution financière majeure pour vérifier le test. Julien m'avait mis sur liste noire de toutes les banques de la ville. Aucun banquier ne prendrait mon appel. Nous ne pouvons pas déposer, ai-je dit, arpentant le sol. Nous avons la technologie, mais nous ne pouvons pas la prouver légalement sans un vérificateur. Julien a bloqué les canaux administratifs. Alors, nous n'allons pas au bureau des brevets, dit Sophie, essuyant la graisse de son front. Nous allons à la source. Quelle source? La signature de la fusion Gigacom, dit Sophie. Ça a lieu aujourd'hui à 11h à la Tour Kincaid. C'est un événement de presse en direct. Le PDG de Gigacom, Antoine Lefebvre, sera là. Si vous présentez la technologie devant lui à la télévision en direct, Julien ne pourra pas l'enterrer. Si Gigacom voit que nous avons la sécurité dont ils ont besoin, et Julien non, Julien aura la sécurité au taquet, avertit Pierre. Marie est sur la liste des personnes à ne pas laisser rentrer. Ils la plaqueront au sol avant qu'elle n'arrive à moins de 30 mètres du bâtiment. J'ai souri. C'était un sourire froid et prédateur. Ils chercheront Mary Kincaid, la PDG. Ils ne chercheront pas le personnel de restauration. Vous voulez que nous fassions irruption dans la plus grande fusion d'entreprises de l'histoire déguisée en serveur? Demanda Sophie incrédule. Vous êtes serveuse, n'est-ce pas? Ai-je dit. Vous connaissez la chanson. Intégrez-vous. Soyez invisibles jusqu'à ce qu'il soit temps de présenter l'addition. À 16h45, une camionnette de traiteur s'est arrêtée au quai de chargement de la Tour Kincaid. Le chauffeur, un homme nerveux qui devait une faveur à Pierre, a montré son badge. Le garde nous a fait signe de passer. À l'intérieur de la camionnette, Sophie, Pierre et moi étions entassés à l'arrière, vêtus d'uniformes de traiteur blanc. J'ai regardé mon reflet sur le côté d'un plateau chauffant. Je ne ressemblais en rien à la milliardaire que j'étais une semaine auparavant. Je ressemblais à une servante, et ça me convenait. Nous avons infiltré la cuisine. Le chaos du service de midi était notre couverture. Sophie a pris les choses en main instantanément, aboyant des ordres aux autres employés qui supposaient qu'elle était une responsable de salle. Elle a dégagé un chemin pour moi et Pierre, qui portait l'écho déguisé sous un dôme de service argenté. Nous avons atteint le couloir de service juste à l'extérieur de la grande salle de bal. À l'intérieur, nous pouvions entendre la voix de Julien amplifiée par les haut-parleurs. Une nouvelle ère de connectivité, Kincaid Dynamics et Gigacom unis pour diriger le monde. Prêt? Ai-je demandé. Sophie m'a redressé le col. Donne-leur l'enfer, laveuse de vaisselle. Nous avons poussé les doubles portes. La salle de bal était bondée.
Des centaines de journalistes, d'investisseurs et de titans de l'industrie. Sur scène, Julien serrait la main d'Antoine Lefebvre, le PDG de Gigacom. Un écran géant derrière eux affichait le logo de la fusion. Je n'ai pas couru. J'ai marché calmement vers la scène, équilibrant un plateau de verres à champagne dans une main pour maintenir la ruse. Pierre et Sophie m'encadraient. Quand nous avons atteint de l'avant, Julien m'a aperçu. Ses yeux se sont écarquillés. Il a fait signe à la sécurité. « Arrêtez cet homme !» a hurlé Julien dans le microphone, perdant son calme. La foule s'est tournée. Des agents de sécurité se sont précipités. J'ai laissé tomber le plateau. Le verre s'est brisé. Le son a fait taire la pièce. J'ai arraché ma veste de traiteur, révélant un simple T-shirt noir en dessous. J'ai pris l'écho à Pierre, l'ai posé sur la table juste devant le PDG de Gigacom et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. « Monsieur Lefebvre !» ai-je crié, ma voix portant sans micro. « Julien vous vend un citron. Le réseau satellite est dangereux. Interrogez-le sur le cryptage. » 2 gardes m'ont attrapé les bras. « Sortez-le d'ici !» a crié Julien. « Il est instable mentalement. » « Attendez !» Antoine Lefebvre a levé la main. Le PDG de Gigacom était un homme pragmatique. Il a regardé l'appareil sur la table. « Qu'est-ce que c'est? »« Ceci, ai-je dit, luttant contre les gardes, est la seule chose qui peut sécuriser votre contrat de défense. C'est un pont quantique analogique, et en ce moment, c'est la seule chose qui se tienne entre vos données et le monde. »« Prouvez-le, » dit Lefebvre. « Pierre, maintenant, ai-je crié. Pierre, debout dans la foule, a tapé une commande sur son téléphone. Soudain, l'écran géant derrière la scène est devenu noir. Puis, du texte est apparu en lettres vertes brillantes. Système compromis. Kincaid Dynamics. Sécurité échouée. La foule a halté. Julien a regardé l'écran avec horreur. Puis le texte a changé. Routage via le protocole écho. Un bourdonnement a empli la pièce. Le son de l'appareil sur la table. Connexion sécurisée. Intrusion bloquée. Je me suis débarrassé des gardes stupéfaits. J'ai regardé Lefebvre. Je viens de pirater votre réseau, puis de le sauver en 10 secondes. Julien ne peut pas faire ça. Moi, oui. Lefebvre a regardé Julien, puis moi. Il a ramassé l'appareil écho. Il s'est tourné vers Julien. C'est vrai. Possède-t-il cette technologie? Il ne possède rien, balbutia Julien. Il est en faillite. Je possède Kincaid Circuits and Commutation, ai-je déclaré, sortant le document de brevet de ma poche arrière. Et ce brevet est antérieur à votre acquisition. Vous ne pouvez pas avoir la technologie sans l'entreprise, et vous ne pouvez pas avoir l'entreprise sans moi. Lefebvre s'est tourné vers Julien. Son visage était froid. La corde est annulée, Julien, à moins que vous n'acquériez son entreprise. Julien m'a regardé. La haine dans ses yeux était palpable, mais il était acculé. Bien. Combien voulez-vous, Marie? 10 millions? 20. Je me suis approché du microphone. J'ai regardé la caméra. J'ai regardé Sophie, qui souriait depuis les coulisses. Je ne veux pas d'argent, ai-je dit. Je veux tout. Le silence dans la grande salle de bal était lourd. Le genre de silence qui précède une exécution. Des centaines de caméras étaient braquées sur la scène, diffusant l'affrontement en direct à des millions de personnes. Julien Mercier restait figé, son visage un masque de fureur pâle. Il a regardé le PDG de Gigacom, que la presse appelait simplement le président, attendant une bouée de sauvetage qui ne viendrait pas. « Tu veux tout ?» siffla Julien, se penchant de manière à ce que seul je puisse l'entendre, bien que les perches micro au-dessus aient capté chaque syllabe. « Tu es délirant. Même avec ce gadget, je contrôle le conseil. Je contrôle les actions votantes. Tu es un intrus avec un tour de magie. » Je n'ai pas scellé. Je me suis rapproché de Julien, envahissant son espace personnel. J'avais l'air épuisé, mon uniforme de traiteur déchiré, de la graisse sous les ongles, mais je rayonnais d'une puissance que le costume italien de Julien ne pouvait pas reproduire. « Vous avez raison, Julien, ai-je dit calmement. Vous contrôlez les actions,
Mais vous avez oublié une chose à propos de l'entreprise que vous avez volée. Elle fonctionne avec des données. Et pendant que vous étiez occupé à me verrouiller la porte du bâtiment, Pierre était occupé à fouiller les portes dérobées numériques que vous aviez laissées ouvertes. Les yeux de Julien se sont déportés sur le côté. De quoi parlez-vous? Je me suis tourné vers l'écran géant derrière nous. Pierre, montrez-leur les frais de consultation. L'écran a vacillé. Le texte vert du protocole écho a disparu, remplacé par une feuille de calcul. C'était complexe, mais les colonnes surlignées étaient claires. Des millions d'euros transférés des fonds de pension des employés de Kincaid Dynamics vers des sociétés écrans offshore aux îles anglo-normandes. La pièce a éclaté. Les journalistes ont commencé à crier des questions. Les flashs se sont transformés en un stroboscope d'accusations aveuglantes. Vous ne m'avez pas seulement piégé pour délit d'initié, ai-je dit, ma voix coupant le bruit. Vous saignez l'entreprise à blanc. Vous aviez besoin de la fusion Gigacom pour combler le trou dans le fonds de pension avant que les auditeurs ne le trouvent. C'est pourquoi vous étiez si désespéré. Julien a reculé, cherchant une sortie. C'est falsifié. C'est une fabrication. C'est sur la blockchain, cria Pierre depuis le sol, brandissant son téléphone. Grand livre immuable. Vous ne pouvez pas le supprimer, Julien. Ça a déjà été envoyé à l'AMF, au Parquet national financier, et juste pour le plaisir, au Figaro. Le président de Gigacom s'est avancé. Il a regardé la feuille de calcul, puis Julien. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement tourné le dos à Julien et m'a tendu la main. Il semble, a dit le président, que nous ayons négocié avec le mauvais Kincaid. Les agences de sécurité, réalisant que le vent avait tourné, se sont éloignées de moi et ont encerclé Julien. L'homme qui avait été le roi de Paris 10 minutes auparavant n'était plus qu'un suspect dans une fraude d'1 milliard d'euros. Alors qu'ils emmenaient Julien menotté, il m'a regardé en arrière. « Tu vas tout ficher en l'air !» a-t-il crié. « Tu es trop tendre. Tu laisses tes sentiments interférer. » Je l'ai regardé partir. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était Sophie. « Il a tort », a-t-elle dit tranquillement. « Je sais », ai-je répondu. J'ai regardé la foule puis la caméra. « Je ne reprends pas Kincaid Dynamics », ai-je annoncé à la salle. Un soupir a parcouru l'auditoire. « Je la dissous », ai-je poursuivi. Kincaid Dynamics est morte. C'était une entreprise construite sur la cupidité et l'ego. À partir d'aujourd'hui, cette infrastructure sera fusionnée en une nouvelle entité. Une entreprise détenue à 51% par ses employés. Je me suis tourné vers Sophie Despierres. Elle sera dirigée par des gens qui savent que c'est de travailler pour gagner sa vie. Des gens qui connaissent la valeur d'un euro et la valeur d'une personne. 6 mois plus tard, la neige tombait sur Paris, recouvrant la grisaille de la ville d'un manteau blanc immaculé. J'étais assise dans une cabine du vieux bistrot. Je ne portais pas un costume 3 pièces. Je portais un simple pull en cachemire et un jean. J'avais l'air plus jeune. Les lignes de stress autour de mes yeux étaient adoucies par des mois de sommeil véritable et de travail honnête. Le restaurant était animé. Mais ce n'était plus seulement un restaurant. Le mur du fond avait été abattu, s'étendant dans l'espace d'à côté. C'était maintenant un centre communautaire, en partie restaurant, en partie incubateur technologique pour les étudiants à faible revenu. La clochette au-dessus de la porte a tinté. Sophie est entrée. Elle ne portait pas d'uniforme. Elle portait un blazer élégant par-dessus un t-shirt de groupe tenant une tablette. Elle avait l'air fatiguée, mais c'était le bon genre de fatigue, la fatigue de construire quelque chose de significatif. Les rapports du 3e trimestre sont arrivés, a-t-elle dit, glissant dans la cabine en face de moi. Les revenus ont augmenté de 40% et le versement de la participation aux bénéfices des employés va être le plus élevé du secteur. Luc, à la cuisine, va enfin pouvoir acheter sa maison. Et les unités éco? Ai-je demandé, sirotant mon café noir sans sucre.
Déployés dans les hôpitaux et les réseaux électriques du nord de la France, a dit Sophie. Pierre se plaint que la sécurité est trop ennuyeuse parce que personne ne peut la pirater. Mais je lui ai dit qu'ennuyeux, c'est bien. J'ai souri. Comment notre chef de la cybersécurité s'adapte-t-il à la vie de bureau, Pierre? Il a installé un hamac dans la salle des serveurs et a demandé que le Mountain Dew soit répertorié comme un service public essentiel. Et rit Sophie. Mais il est heureux. Il a un but. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu la tour Kincaid au loin. Le nom au sommet avait changé. Il indiquait maintenant simplement Unity. Tu sais, ai-je dit, je suis passé devant l'endroit où j'ai été agressé hier, le trottoir où j'ai perdu mon portefeuille. As-tu ressenti de la colère? Demanda Sophie. Non, j'ai secoué la tête. J'ai ressenti de la gratitude. Si je n'avais pas tout perdu, je ne serais jamais entré dans ce restaurant. Je serais toujours dans cette salle de conseil, pensant être un dieu alors que j'étais en fait un prisonnier. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris celle de Sophie. C'était un geste qui était devenu courant entre nous. Un partenariat qui avait transcendé les affaires. Tu m'as sauvé, Sophie, pas seulement avec le Patty Meld. Tu m'as rappelé que le pouvoir ne consiste pas à contrôler les gens. Il s'agit de les élever. Sophie m'a serré la main. Tu t'es sauvé toi-même, Marie. J'ai juste versé le café. Elle a sorti une petite boîte de sa poche et l'a fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Ouvre-la. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait ma montre Patek Philippe. Elle avait été réparée. Le cristal brisé était remplacé, le boîtier poli, mais à travers le fond transparent, je pouvais voir le mouvement. Le ressort en niobium de fortune était toujours là, avec ses marques de soudure et tout. Elle n'avait pas remplacé le bidouillage que nous avions fait dans l'entrepôt. J'ai trouvé un horloger qui m'a prise pour une folle, dit Sophie. Je lui ai dit de garder les modifications. Elle est imparfaite. Elle est un peu désordonnée à l'intérieur. J'ai mis la montre. J'ai regardé l'aiguille et des secondes balayer doucement le cadran. Elle est parfaite, ai-je murmuré. Nous avons une réunion du conseil dans 1 heure, dit Sophie, se levant. Ne soyez pas en retard, monsieur le PDG. Je travaille pour les employés, ai-je corrigé, me levant et jetant un billet de 20 € sur la table pour un café à 2 €. Les vieilles habitudes de générosité ont la vie dure. Je suis juste la personne qui garde les lumières allumées. Nous sommes sortis ensemble dans la neige, non pas en tant que milliardaires et serveuses, mais en tant que partenaires. La ville de Paris s'élevait autour de nous, froide et dure. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais chez moi. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas toujours si j'ai fait le bon choix. On dirait que la vie, ma vie en tout cas, est un mélange de tout. De regrets, de fierté, une bataille constante entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment terminé. Tout est toujours en mouvement, un joyeux désordre, une perpétuelle reconstruction. Chaque jour est une nouvelle chance, une nouvelle décision. Je me suis écroulé pour pouvoir me relever. Ça va